en même tentisme, tout le monde l'a encore en souvenir. Et il porte aussi bien sur les finances publiques, le monde du travail, les secteurs productifs, l'agriculture, l'industrie, sans oublier le triste sort du secteur de la construction des bâtiments et des travaux publics. La protection sociale, c'est l'activité économique qui supporte toute la protection sociale. L'économie participe au rayonnement international de la nation et elle joue beaucoup sur sa dynamique démographique. Donc elle est au cœur de tout le système. Elle est souvent dominante à juste titre ou à titre catastrophique, plutôt aujourd'hui. Eh bien, tous ces domaines sont tous en situation critique. Le en même tentisme a ruiné la quasi-totalité des domaines, aussi bien ceux où nous étions en excellente situation que ceux qui étaient déjà en situation critique. Alors je vais commencer par un des points les plus critiques, mais il n'y a que l'embarras du choix. La dette publique changée en sang. Alors la première plaie, c'est donc le poids de la dette. Dette de toutes nos institutions publiques, c'est-à-dire l'État, mais aussi les collectivités locales, le congrès des maires se déroule en ce moment, les prestations sociales, que ce soit tout le champ de la sécurité sociale, avec toutes ces caisses, les assédiques, etc. En 7 ans, cette dette publique s'est aggravée d'un tiers, ce qui est sans aucun précédent hors période de guerre. Alors, je ne vais pas jouer sur les mots, quand je parle de guerre, je pense au sens premier du terme, pas ceux sur lesquels certains ont essayé de... Le bilan du macronisme, et j'insiste bien du macronisme, je ne veux pas défendre M. le maire, mais il avait donné plusieurs avertissements sur l'évolution de la situation. Il est bien entendu plus que complice, mais il a eu le mérite au moins d'avertir. Visiblement, aucun avertissement n'a porté. Le bilan financier du macronisme, c'est 1000 milliards de dettes. C'est facile à retenir. 1000 milliards de dettes, c'est-à-dire 400 millions par jour. 400 millions d'euros par jour. Le niveau d'endettement s'approche de 120% du PIB, c'est-à-dire le double du taux théorique de Maastricht, auquel le président tenait tant. Quelqu'un d'autre qui s'est revendiqué autant de la construction européenne que lui, eh bien, il a réussi à doubler cette situation. Le montant des intérêts, le montant, pour être très précis, le montant des taux d'intérêt actuellement facturés à l'État français est supérieur au montant des taux d'intérêt exigés à l'État grec. Donc, même si pour l'instant les taux n'ont pas encore atteint des sommets, on commence à payer beaucoup d'intérêts. 45 milliards l'an dernier de remboursement uniquement des intérêts, 52 milliards vraisemblablement cette année, et le delta va continuer d'augmenter, puisque plus la dette est massive, plus il y aura d'intérêts, sans parler d'éventuelles remontées des taux. Les analyses objectives estiment qu'il faudra 70 ans de remboursement. 70 ans de remboursement. 3 générations. C'est tous des indicateurs de faillite.
Et rien n'annonce une situation qui s'inverse. C'est un effet boule de neige. Plus le niveau d'endettement monte, plus les taux d'intérêt montent, plus les montants des remboursements augmentent, etc. C'est un phénomène qui monte crescendo. Alors, j'ai oublié de dire en introduction que pour chacune des plaies que j'ai choisies, j'ai référencé des sources très précises, des sources très accessibles, très objectives. Les sources, c'est l'INSEE, et s'il y a des amateurs de chiffres, eh bien, on a pour l'année dernière 154 milliards d'euros de déficit, 3 milliards par semaine. 3 milliards d'euros par semaine. 1607 milliards de dépenses pour 1453 milliards de recettes. C'était à peine 5,5% du PIB. Cette année, ce sera 6,2%, sans doute, c'est-à-dire plus du double des fameux 3% du traité de Maastricht. Aucun budget n'a été voté en équilibre, je ne parle pas d'excédent, depuis 1974. Et la plupart des exécutions ont été encore plus négatives. Alors, Giscard, en tant que ministre des Finances, le montant brut de la dette, 3 300 milliards d'euros. Sur le site de contribuables associés, vous avez une horloge. C'est la 5e colonne que vous parvenez à lire, parce que les premières colonnes, le chiffre des unités, le chiffre des centaines, le chiffre des milliers, défilent trop vite. Un œil humain ne parvient pas à lire. C'est qu'au niveau de 10 000, où vous voyez passer les chiffres. Donc chaque seconde, c'est des milliers d'euros en plus. Voilà pour cette première plaie. On pourrait faire une conférence uniquement là-dessus. J'ai décidé de faire un tour d'horizon pour le dépôt de bilan. Alors, la deuxième plaie, je l'ai intitulée « Même les grenouilles proviennent de l'étranger ». Alors, au pays de la gastronomie, c'est le comble. Notre balance commerciale est en très mauvaise situation. Alors, c'est un petit peu mon dada. Hein. Chaque année, Henri me sollicite pour une conférence et souvent, je fais des thèmes sur le commerce extérieur parce qu'il n'intéresse plus personne. Depuis 30 ans, on ne parle plus de cet indicateur, on ne le suit plus, etc. Alors qu'il est, pour moi, le plus important, je dirais plus important que la dette, parce que c'est sans doute à partir de lui qu'on pourra peut-être un jour se redresser. Alors, la balance commerciale, pour les non-économistes, c'est très simple, ce sont les exportations de marchandises françaises moins les importations, et donc très déficitaire. La tendance de fond est à une aggravation de cet indicateur. Nous n'avons plus que 4 branches qui sont en excédent, l'aéronautique, le luxe, l'agroalimentaire, mais l'excédent diminue. L'année dernière, on a été plus qu'à 6,7 milliards d'euros. Si on prolonge la courbe, d'ici 3-4 ans, on devrait être à l'équilibre et sans doute déficitaire. Et la pharmacie, mais la pharmacie, vous savez que le Doliprane a été racheté et que l'entreprise qui l'a racheté n'hésitera pas un jour, enfin le fonds de pension qui l'a racheté, à délocaliser, puisque les coûts de production sont sans doute plus intéressants sous d'autres latitudes pour fabriquer du Doliprane. Toutes les autres activités, je dis bien toutes les autres activités sont déficitaires. Je donnais un chiffre, l'excédent agricole, donc 6,7. L'énergie, on est à moins 50 milliards. Alors, c'est les chiffres de 2023. Tout ce qui est commerce extérieur, il y a toujours
ce sont les indicateurs les plus en retard, puisqu'il y a toujours des dimensions internationales, des règlements retardés, etc. Donc, il y a des chiffres de 2023. 2024 devrait être nettement meilleur, puisqu'on va battre des records d'excédence sur la balance électrique, mais le reste de la balance énergétique est de toute façon toujours très, très déficitaire. Alors, l'explication, elle est relativement simple, même si derrière il y a beaucoup de complexité, c'est le manque de compétitivité. Manque de compétitivité de toute notre économie. Deux causes à ce manque de compétitivité. Le niveau des salaires en termes de charges patronales, sociales et autres, c'est pas le net qui est en jeu, bien sûr. Une grande partie de ces charges servent à essayer de rembourser les dettes que j'évoquais dans la plaie précédente. Et le deuxième, c'est la masse de normes. On évoquait, en attendant tout le monde, les manifestations agricoles. Une des principales causes de ces manifestations, c'est l'excès de normes. Je faisais une petite aparté sur la balance électrique. Elle serait bien plus excédentaire sans l'excès d'obligations européennes. Enfin bref, tout mine notre système économique. Donc, pour donner un chiffre qui est le plus inquiétant de tous, notre taux de couverture est de 86%. Alors, j'explique un petit peu pour l'aspect technique. Le taux de couverture, c'est un pourcentage que l'on calcule à partir de toutes nos exportations qui ont une valeur de 100, à partir de toutes nos importations qui ont une valeur de 100, et on calcule en pourcentage combien représentent les exportations. Et nous sommes à 86%. Pour être compétitif, il faut être à 100%. Voilà. Et donc, cet indicateur se dégrade quasiment, on perd 1 point chaque année depuis une vingtaine d'années, et aucune perspective d'amélioration n'est visible. On le voit au niveau concret, Vercorex à Pont-de-Clé est en train de fermer, et on a toute une autre série d'entreprises à travers toute la France. Bon, je suis auvergnat, je vais vous parler de Michelin, donc il ne va pas abandonner Clermont, parce que le jour où il abandonne Clermont, c'est, comme on disait en Grande-Bretagne en 1976, le dernier qui quitte le navire n'oubliera pas d'éteindre la lumière. Donc le jour où Michelin quittera Clermont, c'est que tout aura été fermé, mais ils vont fermer Cholet, ils vont fermer La Roche-sur-Yon, et ainsi de suite, parce que pour fabriquer des pneus, c'est moins cher ailleurs. Donc voilà, 86% de taux de couverture pour être compétitif, il faut être à 100%. À 100. Sans parler d'excédent. Le déficit commercial 2023, 99 milliards d'euros. 99 milliards d'euros. Les sources, ce sont les douanes françaises. On va passer à la troisième plaie. Les démangeaisons des piqûres d'inflation ne sont pas cicatrisées. Alors, ça va nettement mieux, mais l'inflation que nous avons subie pendant 2 ans démange encore. L'énergie, le chauffage, le carburant, l'alimentation ont été les principaux points de piqûre. Et surtout, c'est les conséquences de ces piqûres. Là, vous savez qu'aujourd'hui, les moustiques, quand ils piquent, nous amènent aussi des maladies exotiques. Eh bien, on est au même niveau que l'Égypte de ce côté-là. Et c'est principalement en matière de métaphore économique sur le niveau du pouvoir d'achat que les conséquences de l'inflation sont là, puisque, à la différence de l'inflation qui avait lieu dans les années 70, où c'était une inflation à 2 tours, il y avait un tour de hausse des prix, mais un tour de hausse des rémunérations, là, il y a eu surtout un tour de hausse des prix, et pas forcément ou rarement
un tour de hausse de revalorisation des rémunérations. Alors on estime à 23% les pertes de pouvoir d'achat pour ceux qui n'ont pas eu de revalorisation. Après, il y a des écarts considérables entre ceux qui ont été plus que revalorisés et puis ceux qui n'en ont pas vu la couleur. Il y a une exception notable, c'est le SMIC qui a été relativement bien revalorisé, mais moins que 23%, ce qui signifie donc une perte de pouvoir d'achat. Concrètement, ça donne donc un reste à vivre plus resserré, et donc des arbitrages au niveau des ménages, et une baisse des perspectives de reprise, puisque depuis le Covid, il n'y a pas eu de reprise économique. Et pour cause, s'il y a eu perte de pouvoir d'achat, il n'y a pas de possibilité. Et surtout, absence d'investissement. L'investissement des ménages, c'est essentiellement dans l'immobilier. Là, c'est une année très noire et qui risque de se prolonger. L'immobilier est la branche la plus cyclique de l'économie. Elle est en train de sortir de sa logique cyclique, c'est-à-dire d'être dans une courbe décroissante, pour de multiples raisons. Les normes, encore une fois, les prix, bien sûr, mais surtout le manque d'épargne, puisque l'épargne a été utilisée pour compenser la perte de pouvoir d'achat. On vous dit, ça gratte encore beaucoup les piqûres en question. Donc les sources, j'ai pris ceux de la DARES, ceux du ministère du Travail, etc. Les mouches du coche, quatrième plaie, les mouches du coche ne parviennent plus à motiver les travailleurs. Alors, il y a un phénomène qui est peut-être le plus inquiétant et qui est au-delà du macronisme, qui est sans doute lié au régime en général. C'est que jusqu'aux années 2020, dirons-nous, les gens avaient tendance à être motivés, ne serait-ce que par le fait de travailler pour consommer, etc. Le système s'équilibrait beaucoup par ce mécanisme. Or, on assiste aujourd'hui, même si c'est un phénomène qui ne touche pas tout le monde, à ce que les économistes appellent la grande démission. Et le phénomène aujourd'hui le plus inquiétant, c'est la difficulté de recrutement. Difficulté de recrutement qui, je fais une petite parenthèse, va ouvrir encore plus la porte à l'immigration. Si la motivation d'une partie de la jeunesse nationale n'est pas volontaire pour occuper les postes, vous avez tous vu ces bus qui circulent avec des affiches pour recruter, ces panneaux pour la Sémitag et le tramway, tous ces restaurants où vous avez dans un coin un petit panneau de recrutement. Alors, pendant très longtemps, je me considérais comme un jeune. Maintenant, ça y est, je suis un peu grisonnant. Je suis double grand-père depuis hier soir. C'est pour ça que je suis là ce soir, parce que j'avais prévenu que peut-être je ne pourrais pas être là. J'étais de garde du premier si jamais ça survenait. J'ai dit à ma fille, attention, hein, j'ai jeudi, t'as intérêt, bon, elle a assuré. Donc voilà, d'ailleurs ça doit faire pile 24 heures. Donc du coup, je suis en train de m'éloigner. Tout ça pour vous dire qu'on vous voit des affiches de recrutement de toutes parts, alors que maintenant que je suis grand-père, ça faisait 60 ans que j'en avais pas vu. C'était quelque chose qui avait disparu de notre univers. C'était complètement l'inverse. Ce n'est pas forcément dû à des aspects démographiques, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. C'est lié en partie à ce phénomène qui a fini par gagner la décroissance, le phénomène dit de grande démission. 2 chiffres pour l'illustrer. France Travail, donc c'est des chiffres assez récents, hein.
estime à 2 781 690 projets de recrutement actuellement, dont 57% font l'objet de difficultés. Au même moment, le chiffre des inscriptions en catégorie A, alors je ne vais pas vous détailler les 8 catégories d'enregistrement auprès de France Travail, mais la plus importante, celle qui sert de comparaison internationale, la catégorie A, 2 808 700. Donc on est à 20 000 près d'écart. Jamais l'écart n'a été aussi proche. Il y a quelques années, on était à 10 fois moins de projets d'offres et il y avait 2-3% de difficultés de recrutement pour des postes très, très spécifiques. Aujourd'hui, dans des secteurs, servir dans un restaurant, il n'y a pas forcément des compétences phénoménales, eh bien, il y a d'énormes difficultés de recrutement. Donc, du coup, pour rembourser la dette, il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus que le dépôt de bilan. On va passer à la plaie suivante. Tous les cheptels sont atteints par les vieilles nouvelles épidémies. Alors, la situation de l'agriculture, on en parlait il y a 2 minutes, elle est absolument dramatique. Le nombre d'exploitations agricoles s'effondre. Les accords internationaux de libre-échange se multiplient. La concurrence étrangère vient complètement laminer le prix des denrées agricoles, qui tombent sous les seuils de rentabilité. Et le tout est aggravé par la multiplication des épidémies. Tous les types de cheptels sont touchés. Les abeilles, les ovins, les bovins, les volatiles, les porcins, bref, il n'y en a aucun qui est échappé. Et la fréquence et la vitesse de diffusion battent des records. Toute petite anecdote, à La Sûre en Chartreuse, ma commune, il y a des moutons. La quasi-totalité du cheptel a été abattue. Et donc, il y a une cagnotte en ligne qui a été ouverte par le berger de La Sûre. Si vous avez des velléités de faire des dons, là, c'est en direct et vous pourrez acheter des fromages quand le cheptel sera reconstitué. Je ferme la parenthèse pour vous donner un détail très, très, très précis. Principale victime, le secteur bio, puisqu'il est victime de la chute du pouvoir d'achat, et que dans les arbitrages, un des arbitrages a été de renoncer à se nourrir avec qualité. Et on ne peut être qu'inquiet. Quelques chiffres. Le nombre de suicides d'agriculteurs avoisine les 1,5 par jour. 1,5 par jour en France. En l'année 2016, il y a eu 529 suicides d'exploitants agricoles. 26% des exploitations, plus d'un quart des exploitations, les exploitants vivent avec moins de 1100 € par mois, ce qui est le seuil de pauvreté en France. 192 fermes déposent leur bilan chaque semaine. Entre 2010 et aujourd'hui, 100 000 fermes ont disparu. Voilà la situation de l'agriculture. On pourrait là aussi faire une conférence entière sur cette thématique. On va passer à la plaie suivante. Les ulcères sont loin d'être guéris.
Alors après l'agriculture, le système de santé. Alors il est au bord de l'épuisement. Toutes les erreurs des dernières décennies sont en train de porter leurs fruits. La retraite à 60 ans dans le secteur de la santé a entraîné un manque de professionnels que l'on paie lourdement aujourd'hui, parce qu'entre-temps, le nombre destiné à les remplacer avec le numerus clausus, deuxième erreur, n'a pas été à la hauteur. Les cabinets médicaux ferment, pas de repreneurs. Les mentalités changent. Ils prenaient leur retraite à 75, jeune génération, essaye de la prendre 10 ans plus tôt. Ils faisaient 60 heures par semaine, jeune génération, on fait 30 maximum. Les passages de 35 heures, ça a représenté 11% de chute des heures présentes en hôpital, comme dans tous les autres secteurs, mais là, ça a été beaucoup plus visible. Et puis, on a eu l'explosion de la bobologie. Tous les indicateurs médicamenteux montrent que pour tous les bobos, la France est en tête. On cumule les médailles d'or dans le secteur par rapport à des pays équivalents, que ce soit les antidépresseurs, que ce soit les antidouleurs et autres. On est spécialiste. Et tout ça, bien entendu, sur le dos de ceux qui sont censés financer la sécurité sociale. Donc, on est dans une situation extrêmement critique, puisque on a aussi la gratuité pour les migrants à financer. Toutes catégories confondues, légaux, illégaux, en attente de résolution de dossier, etc. Et la situation, là aussi, n'est pas près de s'améliorer. Alors, quelques chiffres pour confirmer. Toujours pareil, tout est documenté. La conférence fera l'objet d'une publication dans le prochain numéro de la Nouvelle Revue universelle. Le déficit de la sécurité sociale atteint 10,8 milliards pour 2023. Alors, on peut être optimiste, c'est 2 fois moins que 2022, mais ce sera beaucoup plus cette année. La seule branche maladie était à 30 milliards de déficit en 2020, 26 en 2021, 21 en 2022, contre 11 milliards en 2019. La densité médicale. La densité médicale, c'est un indicateur économique très intéressant, c'est le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants. Eh bien, entre 2017 et 2021, elle s'est réduite de 1% chaque année. 1% chaque année. La moyenne nationale n'est plus que de 1 médecin pour 1025 habitants. On a franchi le seuil des 1000 il y a un an et demi. Avec des situations, dans les cas extrêmes, de 1 médecin pour 1682 habitants. Et presque toute la France est concernée. Il y a, je crois, plus que la Côte d'Azur où beaucoup de médecins vont prendre le soleil, qui n'est pas encore en situation critique, mais que ce soit les banlieues, les centres-villes, les cœurs de ville, les villes dynamiques, les villes moins dynamiques, le fin fond de l'Auvergne, les Alpes, etc. Le manque de médecins devient cruel. Donc, voilà pour cette énième plaie. Plaie suivante, la grêle n'a pas fini de tomber. Alors, je ne veux pas ergoter sur le réchauffement climatique et ses conséquences, à l'heure où les Valenciens essayent de couvrir leur plaie. Mais à force d'adorer le mythe prométhéen de l'industrialisation et de la transhumanisation de l'homme, eh bien la nature elle est en train de se venger.
Donc on a eu quelques bilans, hein, 2003, vous vous en souvenez, 15 000 décès de plus cette année-là. Ça nous a coûté un jour férié. Et vous savez qu'actuellement, un des débats, c'est pour un nouveau jour férié pour essayer de compenser une partie du déficit. Les crises se multiplient dans tous les sens. Alors, tout n'a pas été négatif. Cette année, je l'évoquais sur la balance électrique, on a un excédent de 24% au niveau hydraulique. Et donc, du coup, l'hydraulique est très stratégique puisque c'est la seule énergie qui permet le stockage. Toutes les autres énergies ne permettent pas le stockage. Et là, la plupart de nos barrages ne servent plus à vider, mais surtout à remplir. On fait remonter l'eau quand il y a des excédents électriques pour pouvoir disposer de réserves au moment où il y en a moins. Mais c'est de plus en plus difficile à réguler et les travaux nécessaires pour affronter toutes les extrémités météorologiques ne sont plus en état d'être financés. Il faudrait plus de barrages, il faudrait plus de bassines, il faudrait plus d'usines de dessalement dans les zones méditerranéennes. Je pense en particulier aux Pyrénées-Orientales qui sont dans une situation absolument dramatique. Et on n'a plus les fonds, on n'a plus les capacités d'investir pour pouvoir limiter ces conséquences. L'ONF plante des sapins grecs parce que ces sapins ont l'habitude des climats asséchés et le renouvellement aujourd'hui des forêts qui sont toutes malades, hein. Si vous avez un petit peu un œil, vous allez vite voir des arbres, alors maintenant cette saison ce sera plus difficile, mais sans feuilles, sans épines, qui ont séché. Toutes les bestioles, les scolites, etc. sont derrière. L'investissement de l'ONF va coûter des millions d'euros. Or, comment les financer pour essayer de résister à toutes ces dérives du réchauffement climatique? Au cours des 30 dernières années, le volume des pluies a reculé de 14%. C'est autant de chutes de production hydroélectrique. Je vous dis, l'année 2024 a été une exception. La mortalité des arbres a augmenté de 50% au cours des 20 dernières années. Les rendements des céréales ont été minorés de 5 à 11% du fait de tous les aléas climatiques, des gels tardifs, des tempêtes, la grêle, bien sûr, c'était le nom de cette plaie, des inondations, etc. Plaie suivante, l'invasion de migrants qui saute les frontières par nuée n'est pas une chance pour l'économie, mais une ruine. Alors, le coût de l'immigration, c'est le plus grand tabou des économistes. Il ne faut pas le chercher. Alors, en fouillant bien, je vous donnerai la source, une source sérieuse, une source documentée, une source qui, aujourd'hui, commence à être auditionnée à l'Assemblée nationale parce qu'elle a fait un travail assez remarquable dans plusieurs domaines. Eh bien, le coût est très lourd pour la France. Je ne reviendrai pas sur tous les détails que vous connaissez, sur ces retraites versées à des plus que centenaires qui sont installés à l'étranger. Et alors, pour avoir géré une mairie, j'avais des citoyens étrangers dans ma commune, et j'avais notamment les services de retraite allemands qui m'envoyaient des demandes de certification que le bénéficiaire était bien vivant. Hein, voilà, donc oui, j'ai certifié, il avait servi la France au sein de la Légion étrangère, comme quoi il était bien vivant, il est toujours vivant, et je le salue au passage.
vous vous doutez bien que sous de nombreuses latitudes, ces certificats sont bien entendu signés par les édiles locaux. L'organisme qui s'appelle Contribuable Associé est parvenu à dénoncer ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, en étaient bénéficiaires. C'est fou le nombre de centenaires. Comme quoi, avoir travaillé en France en tant que travailleur immigré, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Les étudiants qui... là aussi, je l'ai vécu directement, hein, le nombre d'étudiants étrangers qui sont présents les 48 premières heures, qui sont absents le reste de l'année scolaire, est impressionnant. Bref, les surcoûts sont très nombreux. Alors, cette étude de contribuables associés, très exhaustive, très complète et le plus objective possible, ils n'ont pas de connotation politique sur l'échelle pro ou anti-souveraineté, ce n'est pas leur souci. Leur souci est purement fiscal. Donc, ils ne sont pas une antenne de Reconquête ou du RN. Hein. Alors, le surcoût est estimé à environ 60 milliards d'euros, le surcoût net. Il ne nie pas les avantages qu'il y a. Je vais vous les citer, moi, les avantages. C'est l'effondrement des salaires dans plusieurs branches. On parlait tout à l'heure des vocations professionnelles, mais cette main-d'œuvre étrangère permet d'avoir des salaires relativement bas dans de nombreux secteurs. Voilà. Donc voilà le premier avantage. L'autre avantage, il est fantastique, c'est d'avoir plein de footballeurs étrangers. Il n'y en a quasi aucun qui joue dans un club national. Hein. Dès qu'il s'agit d'avoir de fortes primes, ils sont tous à l'extérieur, mais ils sont passés par les centres de formation en France. Et les produits dérivés pour ces icônes profitent au club en question. Je précise une chose sur cette étude, elle ne tient pas compte de tous les intérêts que paye l'État pour rembourser le montant supplémentaire de déficit qu'a occasionné ces 60 milliards par an. Si on les rajoutait, donc là c'est mes calculs à moi, j'estime à 15 milliards en plus. Puisque si on partait d'une situation où il n'y ait pas ce surcoût, et il y a des pays qui n'ont jamais eu recours à l'immigration, très marginalement, de mauvais exemples, le Japon, la Corée du Sud, c'est bien connu, c'est les pays du tiers-monde, eh bien ils n'ont pas ce type de surcoût. Les suivantes, les ténèbres guerrières nous guettent. Alors, les menaces militaires n'ont jamais été aussi importantes, et la France se retrouve à peu près comme en 1936, c'est-à-dire dans l'impossibilité de financer l'armée de demain. On a même les leaders indépendantistes des dom-toms qui sont invités par les anciens du KGB. Donc, tout à l'heure, on parlait des Kanaks. Ils sont en Azerbaïdjan actuellement. Alors, pour suivre toutes ces évolutions, il faudrait financer la cyberdéfense, les drones, un deuxième porte-avions, le mirvage de toute la force nucléaire, les sous-marins, etc., etc. Les missiles en provenance des islamistes sont plus très loin, il faudra des antimissiles. On voit l'importance du dôme de fer en Israël. Sait-on encore fabriquer un char d'assaut? Le dernier Leclerc, c'est dans les années 90 qu'il a été fabriqué. Un fusil. Alors, on n'a pas notre spécialiste militaire, je ne sais plus d'où viennent nos fusils, je crois qu'ils sont allemands. Allemands, c'est ça. Hein. Une grenade, une mine. On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Alors, quelques chiffres là-dessus. Donc,
un porte-avions nu. Alors nu, ça veut dire sans avion et sans toute l'escadre nécessaire pour le protéger. C'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, c'est le maximum que le budget de la défense peut financer en investissement. Et c'est le troisième poste de dépense de la France, puisque le premier, c'est encore l'éducation nationale, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. Je pense que dès l'an prochain, ce sera le financement de la dette qui sera le premier poste. Le budget d'équipement du seul maintien de la force de dissuasion, c'est 6 milliards d'euros. Et c'est juste le maintien, à l'heure où on voit bien que les systèmes antimissiles deviennent de plus en plus efficaces. Donc le crédit militaire est aujourd'hui directement impacté par la perte de crédit. Je vous disais, c'est un des signes supplémentaires de faillite. Mais au-delà de tous ces drames, la mort des premiers nouveau-nés n'est-elle pas la plaie la plus dangereuse? Chaque année, 300 000 futurs premiers-nés, c'est souvent les premiers-nés qui sont avortés, disparaissent. Les jeunes générations sont désormais insuffisantes pour remplacer les anciennes. Et on a basculé. Ce qui signifie économiquement, moins de consommation. Les statistiques économiques sont très simples. Plus de familles nombreuses, plus elles consomment. Moins de futurs travailleurs, donc moins de cotisants, moins de paiement d'impôts. Plus une population vieillit, moins elle investit. Et plus on a un risque d'immigration dans notre modèle économique. Ce n'est pas le seul, je vais donner 2 exemples, et non des moindres, d'alternatives à ces situations. Plus d'immigration, c'est plus de problèmes sociétaux, sécuritaires, économiques, politiques. On a bien compris pourquoi LFI a misé sur cette manne, sans parler des soucis diplomatiques. On voit l'influence de la Turquie de plus en plus présente à travers ses proxys. Alors, quelques statistiques. En 2023, il n'y a eu que 678 000 naissances. 6,6% de moins qu'en 2022. 20% de moins qu'en 2010. Le solde naturel a été de 47 000. Le solde naturel, c'est l'excédent des naissances par rapport au nombre de décès. Vraisemblablement en 2024, si ce n'est pas en 2024, ce sera en 2025, que nous serons, comme la quasi-totalité des autres États européens, avec un solde démographique négatif. Situation sans précédent depuis 1944. Nous entrons dans un hiver démographique, avec un nombre de personnes âgées de plus en plus massif, qui vont nécessiter de plus en plus d'accompagnement. C'est le premier signe d'une chute de civilisation. Alors, je fais une parenthèse d'économiste. Toutes les autres plaies que j'ai citées, c'est des phénomènes qui peuvent, à plus ou moins long terme, être corrigés, parfois à moyen terme, voire à court terme. La démographie, c'est du long terme. C'est du très très long terme. Alors, le dépôt de bilan est donc en très grande partie lié à des choix politiques catastrophiques. Par manque de vision nationale et absence de volonté patriotique. Au lieu de favoriser la préférence nationale, on a mis en place le
en même tentisme, en feintant pour essayer de faire croire qu'on pouvait concilier la construction d'une Europe supranationale et des intérêts nationaux. On aura bientôt des calculs précis sur combien ça a coûté à EDF toutes les décisions sur le parc nucléaire et notamment la fermeture de Fessenheim sans avoir ouvert le premier nouveau EPR en Normandie. L'intelligence d'un décideur aurait été de dire on attend, il y avait du retard technique, que l'EPR normand ouvre pour compenser la fermeture de Fessenheim. Comme ça on pouvait encore faire du en même tentisme écologique et du en même tentisme énergétique. Que l'on pouvait ouvrir nos frontières au grand vent de la concurrence étrangère des pays où le SMIC est inférieur à 100 € et en même temps réindustrialiser la France. Faut choisir. On peut réindustrialiser la France, mais si on a des produits qui peuvent rentrer alors que la main-d'œuvre coûte moins de 100 € par mois en travaillant au SMIC et en faisant plutôt 60 heures que 35, il n'y a aucun miracle. 95% des clients vont choisir le produit le moins cher. Le en même tentisme a été également pratiqué en souhaitant que les fonds de pension étrangers puissent investir là où ils voudraient, en particulier en France, et en même temps rêver qu'ils n'allaient pas fermer des usines Alstom, pour ne donner qu'un exemple précis. Donc, qui a vendu Alstom? Alors, le clou du en même tentisme a été de dire qu'on était pro-européen, c'était l'identité même du parti. Alors, ça a changé tous les ans. En Marche, La République En Marche, le Renaissance, etc. Bref, il y avait un point central, c'était la construction de l'Europe. Et parmi les piliers de la construction de l'Europe, il y avait la rigueur budgétaire. On peut donner tous les torts à l'Europe, elle avait au moins ce mérite. Et bien là, on est passé au quoi qu'il en coûte. Donc en même temps, on était pro-européen et en même temps, on était quoi qu'il en coûte. Du coup, on se paye 70 ans d'endettement au minimum, et ce sera sans doute beaucoup plus. C'est comparable à la dette de la guerre d'Amérique au 18e. Exactement, on connaît les conséquences. Alors, le macronisme sans colonne vertébrale, sans vision, sans amour national, eh bien, se transforme en catastrophe. C'est sans doute un des plus graves accidents de notre histoire en temps de paix. Même certaines guerres ont été moins conséquentes. Alors, tous les Français ont en mémoire ces images triomphales du 7 mai 2017, lorsque devant la pyramide du Louvre, le tout jeune nouveau président de la République est apparu en Pharakron. Les temps nouveaux. Mais ils ont sans doute oublié qu'une pyramide dans l'Égypte ancienne, c'est avant tout un tombeau de Pharaon. Et après la 10e plaie, il y a l'engloutissement de Pharaon et de ses conseillers, lorsque la mer s'est refermée. Merci Jean-Christophe. Est-ce que donc... est-ce que tu veux boire? Oui. Je vais regarder le pad. Ludovic. Oui, moi j'ai une petite question. Enfin, ouais, c'est un peu déprimant, hein, c'est vrai que, mais je m'y attendais. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même, selon vous,
avoir des sources d'espoir, parce qu'on a aussi besoin d'espoir pour rebondir. Est-ce que vous pensez que, c'est vrai, quand on voit ce bilan, on se dit, c'est foutu. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire rapidement, qui pourraient commencer à recréer une dynamique économique et nataliste aussi? Alors, je suis plutôt optimiste de nature. Aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, depuis 2-3 ans, je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge, mais je suis assez pessimiste parce que j'ai eu toute une carrière auprès d'étudiants et j'ai vu mes étudiants en début de carrière qui en gros avaient des projets professionnels ou des projets de famille ou des projets professionnels et de famille, etc. Et aujourd'hui, alors je ne dis pas que mes étudiants sont un échantillon absolument représentatif, et j'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Mais quand même, au fur et à mesure des années, et surtout au cours des dernières années, j'ai vu une chute des projets. Avec du style, oh, je vais aller en Australie, je vais aller en Thaïlande, voilà. Ça, c'était ceux qui avaient le plus de projets. Les autres, ils avaient des opportunités. Donc, si une opportunité se présentait, ils la saisissaient, mais il n'y avait pas de projection. Et donc, aujourd'hui, sans un choc, et c'est, je dirais, quelque part le problème de l'économie, c'est qu'à la différence de juin 40, qui a été un choc terrible, et donc un électrochoc qui a amené certains à se transcender, à tout lâcher. Et ils ne sont pas partis en Thaïlande, ils sont partis à Londres, par exemple. Eh bien, là, il n'y a pas d'électrochoc. Ça se délite dans la société. Les projets, soit ne sont pas avouables ou pas avoués, ils existent, mais c'est des projets nombrilistes. Je vais remplacer Mbappé, je vais gagner au loto, voilà les grands projets. Je ne sais pas... Oui, non, tu as bien résumé, mais tu n'as pas mis... Enfin, tu n'as pas dit exactement quelle est la part de responsabilité de Macron par rapport aux autres. Est-ce que c'est juste le dernier maillon de la chaîne, ou est-ce qu'il il est vraiment encore nettement plus responsable que les autres? Alors, moi franchement, je pense qu'il est bien plus responsable que les autres parce qu'il n'a pas eu le cran de choisir. Si on veut vraiment le définir, c'est du en même tentisme. Le en même tentisme, c'est un effet de communication. Et on l'a vu notamment pendant la crise des Gilets jaunes, où sa réaction, c'était ne pas décevoir, ne pas décevoir, ne pas décevoir, ne pas décevoir, ne pas décevoir. Incapable de choisir. À un moment, il faut savoir dire non. À quoi sert un dirigeant, quel que soit le régime? Lui, ça a été un non-dirigeant. Donc, là où il y avait crise, au lieu de dire on attaque ce dossier, je vais prendre un exemple. Chirac s'est dit je vais m'occuper de 3 choses: les accidents de la route, le handicap, et puis, aidez-moi, ouais, j'ai oublié. Les accidents de la route ont chuté, ça a rouspété. Je me souviens, dans ma commune, le principal employé communal, celui qui était chargé du déneigement, c'est une commune de montagne, c'est Capital. Il se prend un PV au moment de la mise en place des radars. Toute la commune a voué Chirac aux Gémonies, il n'y avait plus que Sassnez qui passait. Bien. Mais il avait fait un choix. Là, on a fait du non-choix. Sur le conflit à Gaza.
on a entendu Macron dire il faut créer une coalition anti-Hamas. Au-delà de Netanyahou, Netanyahou n'a jamais demandé de coalition anti-Hamas. Qui peut faire mieux que Netanyahou? Macron. Et puis quelques jours plus tard, ou peut-être quelques heures plus tard, il déclarait qu'il fallait boycotter Israël au niveau de l'armement. Du Macron dans le texte. Donc sur le plan économique, c'est pire que tout, parce que les conséquences sur le conflit en Israël, mais à part le conflit, toutes ces déclarations, elles n'ont même plus d'écho. Mais au niveau économique, elles ont des échos concrets, et toutes ces décisions ont fini par créer, c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt plus élevés que les Grecs, une perte de confiance. La dette grecque est plus importante que la nôtre. La situation grecque, économiquement, est plus délicate. Mais le gouvernement actuel en Grèce inspire plus confiance que Macron. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a une spécialité, le retournement de veste communicant. Françoise, et puis ensuite... Voilà, je voulais dire, est-ce qu'il est si difficile d'avoir une politique familiale quand vous avez une entreprise de chaussures, n'est-ce pas, qui fait des chaussures mais qui n'a personne pour les acheter, évidemment ça ferme. Il y a une 50aine d'années, vous aviez pour un retraitant 4 cotisants. Et actuellement, il y a un cotisant pour un retraitant. Évidemment, les jeunes, quand ils voient des vieux, ils n'ont qu'une envie, ils disent la moitié de mon salaire pour ce vieux. Donc, voilà, politique familiale, ce serait presque simple. Simple ou pas? Du long terme. Alors, c'est du long terme. Oui, mais... Et là où il y a une inquiétude réelle, et là où je suis vraiment pessimiste, c'est que comment recréer de l'envie de se projeter dans une jeunesse qui n'a plus envie. Ouais. Exactement. Le problème, c'est pourquoi la jeunesse actuellement n'a plus envie, hein, qu'on commence par fermer les télévisions. Eh oui. Parce qu'une bonne partie de nos problèmes, ils viennent de... Les gens rentrent du travail, ils tournent le bouton, et ils avalent toutes les conneries impossibles et inimaginables qu'on leur ingurgite. Je peux dire un mot? Et ils sont complètement pour dire dans le sens... Il y a ton voisin qui a le Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui, j'ai un truc à dire. Ouais, beaucoup. Non, mais la télé... Avec des discours mélanchonistes. Voilà. C'est-à-dire que la vie future, ça sera de travailler 32 heures, encore moins. Parce que là, j'ai une petite différence. Je suis d'accord. La balance commerciale, c'est ce qui est le plus important. Or, la balance commerciale a chuté à partir de l'an 2000, quand on a mis en place les 35 heures. On a fait croire aux gens qu'on pouvait très bien vivre sans trop travailler. Le résultat est là, et le discours n'a pas changé. Les jeunes pensent aujourd'hui que si on travaille moins, c'est mieux. Ça rejoint ce que vous veniez de dire. Parce que le gros problème, la balance commerciale a chuté. Avant, on était en avance sur l'Allemagne, et depuis 2000, on s'est écroulé. Ce qui fait que les industries sont parties. Les gens ne veulent plus travailler. Les industries sont allées ailleurs. Et aujourd'hui, quand j'entends les gens de Michelin qui disent c'est pas normal, comment voulez-vous que Michelin embauche des gens s'il n'y a pas de boulot? En plus, il y a les écologistes. Il ne faut plus rouler en voiture, il ne faut plus consommer. Et bien ça y est, on ne consomme plus, on n'achète plus de pneus. Mais si on n'achète plus de pneus, c'est normal qu'on ferme des usines. C'est ça comme Michel. Oui, juste 2 chiffres, ou plutôt un chiffre comparatif. Nombre d'heures travaillées en France par salarié, 1450 par an.
Aux États-Unis, 1850. Exactement. En Allemagne, 1320. Exactement. C'est-à-dire qu'on travaille plus en France par salarié au travail qu'en Allemagne. Donc on ne peut pas non plus trop réduire le discours à un discours moralisateur sur les Français sont des feignants. C'est surtout la fonction publique. Non, et puis Non, par rapport aux horaires de travail, il faut aussi signaler un fait, c'est qu'en France, on a une production par individu qui est beaucoup plus élevée. Si vous allez au Japon, par exemple, vous allez voir la productivité d'un individu au Japon par rapport à la productivité d'un salarié en France, eh bien, il y a un sacré écart. Oui, mais on a une productivité en baisse depuis quelques années. Voilà. Attention, Et, alors, effectivement, la inquiétant. baisse de la productivité. Alors, tous les indicateurs internationaux, on est en général au sommet. On est parmi les pays où on a le plus de jours fériés. Alors, les Japonais en ont plus, mais on est parmi ceux qui avons 2 fois plus que les Suisses. Le nombre d'heures par semaine, on est un des pays où on a le niveau le plus bas. Le nombre de semaines de congés payés est le plus élevé. Je rappelle que les Suisses, lors du référendum organisé pour voter pour passer à 5 semaines, il y a une très forte majorité qui a dit non. Même les francophones ont dit non. L'âge de départ à la retraite est un des plus bas de l'Europe occidentale. Bref, tous les indicateurs. Alors, du coup, effectivement, on a une meilleure productivité, globalement, qui aujourd'hui est en train de baisser, essentiellement à cause de la mise en place de l'apprentissage. L'apprentissage était rudimentaire en France, alors qu'il était beaucoup plus important dans les pays que j'ai cités précédemment. Aujourd'hui, on est en train de rattraper les moyennes européennes, et l'apprentissage, par définition, c'est la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps à l'école. Et donc forcément, il est difficile, même si les apprentis en général ont de bonnes performances, d'avoir un fort taux de productivité. Donc voilà pourquoi est-ce que notre productivité baisse, mais c'est aussi relativement inquiétant, parce que c'est aussi un défaut d'investissement. Souvent la productivité, elle s'accélère avec l'investissement. Et on n'a pas réussi à suivre des modèles comme les Suédois qui ont investi massivement et qui ont fait décoller leur productivité. La productivité baisse aussi. Michel, tu avais demandé à... Moi, j'aimerais renforcer ce que a dit le conférencier. C'est qu'il n'y a pas seulement un changement économique, une politique désastreuse, mais il y a quand même peut-être lié, mais c'est un changement de mentalité. Qui est très important et très clair. Actuellement, tu dis, les entreprises demandent des salariés. C'est pas seulement un problème démographique. C'est pas seulement un problème démographique, depuis que les classes, par exemple, sont moins en moins nombreuses, mais c'est aussi un problème de mentalité. C'est-à-dire que les années 80, c'était pas glorieux, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais enfin, les gens, c'était le fric, faire une belle carrière, se marier pas trop longtemps, mais se marier quand même. C'était le bling-bling, c'était Bernard Tapie, voilà, et les gens y croyaient. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, à l'époque, avoir un CDI plutôt que CDD, les gens étaient prêts à faire de gros efforts pour ça. Actuellement, je vois plein de gens qui disent non, j'ai pas envie d'un CDI, j'ai pas envie de m'engager, je préfère rester en CDD. Le taxi, celui du VSL, qui pourrait passer un examen pour devenir brancardier, pas plus brancardier, s'occuper des ambulanciers, et bien elle dit non, j'ai pas envie de faire ça. D'ailleurs, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Voilà, on ne se marie pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets à court terme dans ce domaine. C'est le désengagement. Alors, c'est quand même un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un changement de mentalité. Je ne dis pas que c'était mieux avant, hein, mais maintenant, il n'y a plus de projet, comme tu dis. Plus de projet du tout. Du tout.
Alors, Il y a tous les niveaux. c'est quand même une caricature, hein, il faut en être conscient. C'est pas... Oui, bah, quand il dit Bah, par rapport à... il y en a encore il y a une difficulté, c'est qu'il faut choisir son sexe. Aujourd'hui, il faut choisir son sexe. Parce que, Oui. On revenir du concret, là, un petit peu, pour illustrer ce que disait Georges tout à l'heure. on est dans le scepticisme. Et il entend, comme il est un peu sourd, il entend. Et, donc, on a un ami qui est dentiste une dizaine d'années, 5 enfants, j'ai 2 choses à dire là-dessus. 5 enfants, il était désespéré parce qu'il dit « Mes 5 enfants ne veulent pas d'enfants ». Vous voyez, alors, voilà. Bon, première chose, j'ai une fille qui a 9, entre autres, une fille qui a 9 enfants, j'en ai une qui en a 10 d'ailleurs. Bon, celle qui en a 9, donc, eh bien, devinez un peu, celle qui en a 9, eh bien, elle a déjà 3 mariés, ils veulent tous plein d'enfants, mais, pour illustrer ce qu'a dit Georges, pas de télévision. C'était très dur. Et à Paris, en plus, ils habitent à Paris. Donc, pas de télévision, mais quand même, un film le samedi, ils ont des écrans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça illustre complètement ça. En effet, là, les mariages se pullulent dans ma famille. Hein. Merci François. Michel? Juste un élément à propos de la baisse de la population active disponible en France. La population active disponible en Chine communiste baisse depuis 2014. Elle baisse au Japon, elle baisse en Corée du Sud, et elle baisse à peu près... Et le solde de population, alors brute, pas seulement active, mais globale, hein, va avoir tendance à devenir négatif dans la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Afrique. L'Afrique, oui. Ça, c'est sûr. Les États-Unis sont un peu à part. Bon, ils ont un solde migratoire positif, colossal, et avec une population qui se renouvelle plus. Mais donc, c'est pas purement français, attention. Alors Mais pour la Chine, c'est moi, dramatique. je vais faire un peu de provocation. Tu me connais. Il y a quand même une particularité française, et qui est que française, c'est quand même qu'on a un taux d'épargne absolument remarquable et qui ne diminue pas et qui a même plutôt tendance à augmenter. Et dans à peu près tous les créneaux d'âge et toutes les catégories. Donc moi, non mais c'est vrai que je comprends ta question, Ludovic, qui a un peu lancé le débat. C'est vrai qu'on ne voit que les zones dans l'ombre du tableau et on ne voit pas quand même ce sur quoi on pourrait s'appuyer. Or, on a quand même en France un taux d'épargne qui est absolument remarquable et qui explique que malgré notre dépôt de bilan, et ben, tous les investisseurs internationaux continuent de souscrire tous les emprunts obligataires que l'État français lance. On a un taux de souscription de nos emprunts, de nos bons du Trésor qui est absolument remarquable. Donc si les gens nous font confiance, c'est pour 2 raisons. C'est qu'on a un patrimoine sur lequel ils se disent on pourra quand même se payer sur le patrimoine, les actifs, et puis on a un niveau d'épargne qui est tellement élevé, hein, et qui est quand même unique. Même les Allemands sont moins bons que nous. Et on a une administration fiscale extrêmement efficace. Ah bon, et ça fait quoi? Donc on a un taux de recouvrement de l'impôt qui est le champion du monde. Hein, c'est en France qu'on paye le mieux nos impôts et qu'on est obéissant. Et voilà, donc il faut aussi être complet et dire que on a. Mais ça fait du bien où avoir cette épargne énorme. C'est positif, pourquoi exactement? Parce que comme on peut être mobilisé. En 1870, il a fallu payer à l'Allemagne un butin de guerre. Et ben, parce que les Français épargnaient, parce qu'il y avait un bas de laine, et ben, on a pu payer l'Allemagne. Ah ben si c'est ça le positif, dans toute ce qu'a dit Jean-Christophe, franchement, c'est pas mon épargne qui va faire des armes. Je pense qu'on a encore une partie de notre système d'enseignement qui est remarquable. J'ai pas entendu. L'enseignement. L'enseignement. Ah oui, d'accord. On a encore une bonne partie importante de notre système d'enseignement qui est remarquable. Ah oui. Les professeurs. Les écoles d'ingénieurs. Ah d'accord. Les écoles d'ingénieurs. Je pense à l'école. Une grande partie des facs de médecine. Les écoles de commerce.
l'enseignement privé, globalement. C'est un atout, et il y a un indicateur qui est au-delà des indicateurs économiques purs, c'est le taux de rayonnement. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent dans ces écoles et leur origine, c'est bien la démonstration de la qualité. Bon, moi j'ai une petite fille qui s'est mariée cet été avec un Français chercheur scientifique. Bon, ben, le lendemain de son mariage, elle est partie au Canada. Parce que, oui, enfin, ils sont partis au Canada. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre de remplir des paperasses à longueur de journée et de ne pas faire de recherche. Au Canada, c'est possible. Donc, c'est peut-être pas... Alors, je dis bien une partie. J'ai bien insisté sur une partie et pas tout le champ. Mais ça fait encore partie de nos atouts. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver comme autre atout? Comme autre atout, il y a quelque chose de significatif. Alors c'est une anecdote, mais tout de même. Sur les 40 skippers qui ont pris le départ du Vendée Globe, il y a 80% de Français. Il y a un ou deux Japonais, un ou deux Anglais. Mais enfin, ce sont quand même des Français. Bon. Eh bien, je crois que c'est quand même un peu emblématique que nous avons encore des gens audacieux. Alors, il faut voir que faire le tour du monde en une centaine de jours, enfin 120 jours, ça paraît dérisoire. On se dit, qu'est-ce que ça rapporte à la France? Ben si, ça rapporte parce que ce sont des bateaux qui font énormément avancer la construction nautique. Hein, en matière de construction nautique, la France demeure une des championnes, évidemment avec la Scandinavie, avec un certain nombre d'autres pays, mais enfin quand même, les chantiers navals français, ça reste quand même un secteur de pointe, un secteur où on a la capacité d'innover. Bon, il y a un autre chiffre que peut-être tu as dans ton ordinateur, c'est aussi le taux de création d'entreprises et toutes ces start-up, ces boîtes qui démarrent. Alors certaines, bien sûr, il y en a une sur deux qui, au bout de 3 ans, disparaît, mais tout de même, il y a je crois, un taux de création d'entreprise qui est quand même assez élevé, et on n'a pas à rougir, on a un dynamisme qui est réel. Alors je ne parle pas par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, on est quand même plutôt bien situé. Absolument. Alors, il y a un phénomène qui sera sans doute à creuser, c'est qu'aujourd'hui, typiquement sur la création d'entreprises, si dans les années 80, comme le disait Michel, il y avait un affichage, il citait Bernard Tapie avait rempli le palais de glace pour une émission sur la création d'entreprises. Et on sentait un affichage de la population dont une grande partie était majoritairement tournée vers ce projet. Aujourd'hui, si dans des conversations mondaines, un jeune arriverait en disant « Ouais, je veux créer ma boîte, je veux me développer et tout », les autres vont commencer à le regarder d'un air bizarre, etc. Donc il y a aujourd'hui voilà, une rupture où ce type de projet, ce type d'objectif, de même que celui qui dirait « je veux créer une famille, je veux fonder une famille », il sort d'où celui-ci? Donc il y a eu un renversement sociologique, tu me corrigeras si le terme n'est pas adapté, qui fait que l'individualisme triomphe, et cet individualisme ne s'affiche plus. Il faut être mainstream, pour employer encore une fois un anglicisme, et donc caché si on a des projets, alors qu'il est beaucoup plus important d'afficher, de se prendre en photo le jour où on a renvoyé son tablier en démissionnant, etc. Donc les réseaux sociaux
Je rejoindrai un tout petit peu Georges quand il dit qu'il faut éteindre la télé. Moi, c'est pas la télé que j'éteindrai, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux... On ne regarde plus les gens, plus personne ne regarde. Surtout les jeunes. Donc, les réseaux sociaux ont créé des codes qui nous ont échappé. Enfin, je parle pour ma génération, et donc qu'on n'a pas vu venir, avec ces effets extraordinaires et de harcèlement et de mimétisme qui amènent les jeunes générations à ne plus pouvoir afficher certains projets qui sont considérés comme des projets de darons. Et donc, à ce moment-là, il ne faut plus les suivre, quoi. Michel? J'ai fait partie longtemps à Montpellier de l'OTCI. L'OTCI, c'est un organisme, c'est un associatif qui existe ici à Grenoble aussi, il y en a à Lyon, et qui a pour but de transmettre le savoir de retraités à des étudiants ou à des start-up. Et à Montpellier, il y a de nombreuses start-up qui tournent autour de la santé, bien sûr, puisqu'il y a Sanofi qui a une très grosse implantation, etc. Moi, j'ai vu des gens qui étaient pleins de projets. J'ai vu des gens qui venaient nous demander des moyens de se financer, des moyens de trouver de la chalandise, de conquérir des marchés, des idées absolument extraordinaires que j'aurais jamais réussi, moi, dans ma petite tête, à concevoir. On a participé à des semaines avec des étudiants en biologie autour de la valorisation de brevets. Donc on leur fournissait un brevet en anglais d'ailleurs, et puis il fallait qu'ils nous proposent des projets d'entreprise et avec tous les moyens d'y parvenir, trouver des capitaux, évaluer des marchés, etc. Et moi j'ai trouvé des gens, des jeunes, des fois des gamins et des gamines qui étaient pleins de talent. Donc je ne suis pas du tout pessimiste comme vous. Je veux dire, je ne veux pas porter de jugement moral sur une génération. Moi, quand j'avais à 18 ou à 20 ans, quand j'ai eu mon diplôme, enfin mon principal diplôme, je veux dire, je ne savais pas du tout où j'allais. Et pourtant, j'ai fait carrière dans la presse. Bon, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, non, moi, je suis pas... Il y a une émission qui est amusante à écouter sur France Inter, et qui est l'émission juste avant le jeu des 1000 €, qui s'appelle Carnet de campagne. Carnet de campagne, il y a une journaliste qui suit le jeu des 1000 €, elle va toujours dans les mêmes régions, et puis elle fait un appel, quels sont les projets dans cette région, etc. Et c'est assez passionnant de voir que, alors il y a beaucoup de projets un peu écolos, etc. Bien sûr, hein, il y a tous les projets un peu à la mode, bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment en France des gens qui ont des idées. Et il y avait d'ailleurs un animateur toujours à la télévision de service public qui faisait un bon boulot, c'était Pernaut, souvenez-vous de Pernaut. Il faisait un excellent boulot parce qu'il mettait la France profonde, le pays réel français, il le mettait en valeur. Et il montrait que la France, elle a envie de vivre. Elle a envie, justement, qu'on lui foute un peu la paix et qu'on la laisse travailler, qu'on la laisse avoir des idées. Mais là où je te rejoins, c'est le point que tu as souligné, c'est la codification, les normes, c'est insupportable. C'est le problème, c'est l'État. Oui. La France est en train de crever de son État. Contre pays légal. Ouais. Oui, Georges. Moi, je suis pour la fédéralisation du pays. Actuellement, sur la partie administrative, on crève d'un État qui est beaucoup trop administratif et d'une Europe qui est beaucoup trop administrative et qui n'a pas à s'occuper d'un certain nombre de choses. Hein, là, nous arrivons actuellement en France à un moment crucial où il va falloir se poser des bonnes questions. Qui fait quoi et comment? Tout à fait. Hein? Il y a une chose qui marche actuellement. Sur la problématique du patrimoine français, je signale quand même que le patrimoine français, au travers de ce que possède l'État par lui-même, au travers de ces énormes
entre le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier. Il ne faut pas oublier que nous détenons actuellement la 4e réserve d'or mondiale, c'est-à-dire 2400 tonnes d'or. Ça a diminué un peu depuis que M. Sarkozy a vendu 589 tonnes d'or quand il était au pouvoir, et qu'il aurait mieux fait de les garder. Et bon, on a les réserves monétaires et tout. Bon, derrière tout cela, je dirais, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et le problème, il est là. Il se situe. C'est la volonté qui manque. Et c'est un problème de conscience générale qui manque. Nos politiques ont-ils encore une conscience? Je dirais non. Les politiques à l'heure d'aujourd'hui n'ont plus aucune conscience. Comment se fait réélire la voilà, mais attendez. Ils ne pensent qu'à la gamelle. Il y a une chose qui marche actuellement, mystérieusement, très mystérieusement, le scoutisme. Oui. Et à partir de là... Et les patronages qui repartent. Voilà, et c'est... bon, les ministres actuels, je ne sais pas. Mais dans tout l'État, il y a une certaine... Tout le monde avait fait du scoutisme. Parce que là, on apprend à ne pas être peut-être devant ses écrans, vous voyez, pendant, etc. Oui, on apprend à regarder l'autre, à se débrouiller. Donc là, il y a peut-être un espoir. Tu voulais parler, Ludovic? Non, non, mais puisque tu me donnes la parole, j'ai repris espoir là, avec tout ce qu'on a dit. Ouais. C'est tout. Patrick Martin, le patron du MEDEF, dans un article aujourd'hui, termine l'article en disant il va se falloir se remettre à travailler, parce que c'est ce qui ne va pas chez nous. Vous parliez des apprentis. Moi, j'ai commencé chez Schneider, enfin chez Merlin-Jean, en 1952. J'avais 14 ans, à l'atelier école. On faisait 45 heures par semaine, et je ne suis pas mort. C'est inhumain, c'est inhumain. Et je ne suis pas mort. Aujourd'hui, vous parlez de 45 heures par semaine. Oh mon Dieu, c'est pas possible. 35 heures, c'est quand on est tout seul, quand on est chef de famille. Les Français n'ont plus envie de travailler. Non, mais là où je vais dans le sens de ce que tu disais, Jean-Christophe, c'est qu'on a développé l'apprentissage, et là, on n'a qu'à regarder autour de nous. Moi, j'ai de nombreux neveux et nièces qui sont apprentis, et ça change la donne. Ça leur donne le goût du travail, parce qu'ils sont la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps en école. Et ben, mes neveux et mes nièces, ils ont bon esprit, parce qu'ils ont le sens du concret, du réel. Et ils aiment le travail, ils aiment le temps qu'ils passent en entreprise. C'est des jeunes gens qui sont épanouis, qui sont pas... et on a organisé des cousinades cet été, on était une centaine. Ils étaient optimistes, quoi. Ils savent marcher, ils n'ont pas besoin qu'on leur montre ce qu'il faut faire, ils le font d'eux-mêmes. Donc il ne faut pas se désespérer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Il faut aussi valoriser ce qui marche bien, les quelques... Alors, c'est vrai qu'ils sont minoritaires. Ils sont encore minoritaires aujourd'hui. Mais quand même, il y a quand même une génération qui se lève et qui peut faire vraiment beaucoup de... Hein. Moi, je les vois à l'association Magdalena. On peut en penser ce qu'on en veut, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui donnent du temps, qui sont bénévoles et qui viennent et qui s'occupent des gens qui sont en précarité, etc. Donc, soyons aussi conscients de tous ces signes des temps qui s'allument et qui nous permettent d'espérer. Il ne faut pas non plus ne voir que les signes de... Alors, c'est vrai qu'il y a un dépôt de bilan de l'État, mais je crois que le pays réel résiste. Le pays réel... moi, j'étais très content de voir tous ces jeunes agriculteurs à la Porte de France lundi, parce que c'est des jeunes qui veulent se battre, et ils veulent... voilà. En Ukraine, le pays réel résiste toujours. Ou alors il n'y a plus de pays réel du tout. Oui, c'est bien, tu as raison. Juste un point, une incidente. À propos de la désertification médicale. Bon, je ne sais pas si vous regardez autour de vous, et vous-même, on est soigné maintenant par des Bulgares, par des Turcs,
par des Syriens, par des gens du Indien, Bénin et compagnie. Et puis en dessous, nord-africains, noirs, bon ben voilà. Et de fait, c'est un fait, voilà. Le remplacement est bien parti de ce côté-là. Et bien, c'est bien utile d'ailleurs, on est bien content, ils sont en général aimables et compétents. Mais le problème, c'est que on ne voit pas qu'en faisant ça, personne proteste au nom de la morale. C'est-à-dire qu'il y a plus de médecins béninois en Île-de-France que dans tout le Bénin. Bon, au Bénin, ils ont besoin de médecins aussi. Bon, ben là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pillage. Alors, on nous fait les coups de la moralisation individualiste, que la fois qu'il y a quelqu'un qui arrive en sans-papier, et là, on regarde ça sans problème. Sans problème moral. On pille le tiers-monde, enfin les autres, tant qu'on peut. Bientôt, on pourra deux remarques. Une pour prolonger. Le maire de Saint-Opre jusqu'en 2020, il a pris sa retraite, il est parti en Bulgarie. Il habite en Bulgarie. C'est la désertification totale. La Bulgarie est rentrée en 2007. Elle a été, à partir de cette date, vidée de toutes les compétences possibles. Et là les jeunes et tout ont des projets. Non, mais il y a une diaspora énorme. Voilà. Il se trouve que mon fils aîné est en ce moment dans le Caucase, dans un pays que voilà, je peux vous dire, il est en Arménie. Eh ben, il y a 2,5 millions d'Arméniens qui vivent en Arménie, mais il y en a 7 millions qui vivent un peu partout, notamment en France. Mais, bon, et donc, c'est vrai que la pauvre Arménie, elle est abandonnée par les Arméniens aussi, parce qu'ils ne peuvent plus rester. Ils sont chassés du Haut-Karabakh, mais petit à petit, ils vont aussi quitter l'Arménie. Et c'est ce que vit la Grèce, c'est ce que vit la Bulgarie, c'est ce que vivent beaucoup de pays. Hein. Alors tout à l'heure, tu parlais de, effectivement, certains de nos jeunes qui partent au Canada. Oui, mais ça risque d'être une prochaine. C'est vrai que ça commence. Ils n'y restent pas toujours. Il y a aussi des problèmes là-bas. Oui, tout à fait. Et la deuxième remarque. Chez les médecins, c'est un spécialiste, vous attendez 3 à 4 mois. La deuxième remarque, elle portait sur la crise qu'on a connue dans le parc nucléaire français l'année dernière, où il a fallu faire venir 600 soudeurs américains. De l'Europe du Nord. Ou d'Europe du Nord, mais surtout des États-Unis. Donc je ne vous dis pas combien ça a coûté à l'agence d'intérim qui a réussi à en trouver, parce qu'ils ont cherché quasi mondialement. Et donc le déficit de formation, alors c'était des soudeurs de très très haut niveau, d'accord, mais c'est quand même pas 10 ans d'études de médecine. Hein. Eh bien, voilà un grand souci où toute une partie du travail d'orientation a consisté à dire n'allez pas dans les filières manuelles, n'allez pas dans les filières techniques. Les filières techniques, c'est le rebut. Les filières techniques, c'est l'échec. Toute une culture a été développée. Et il est plus que nécessaire que la bataille culturelle, qui est en train d'être gagnée dans bien des domaines, et pour donner des éléments d'optimisme, je dirais que entre ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et ce que je vois aujourd'hui, culturellement, je me frotte les yeux, je dis, tu vois ce que tu vois, tu entends ce que tu entends. La bataille culturelle est en train d'être gagnée dans plusieurs domaines. Il y a encore un domaine à conquérir. Il y a eu quelques efforts sur l'apprentissage, et là on peut reconnaître à Macron au moins d'avoir été dans le bon sens. Il y a encore du boulot à faire, et il y a surtout un défi culturel à considérer ces métiers, ces vocations, ce travail, ces possibilités d'opportunités
où une grande partie de la population serait complètement à son aise, alors que dans 3/4 des formations, ils passent leur temps à jouer à Candy Crush. Un domaine que je connais assez bien, c'est le BTP, surtout le travaux publics. Je voyais sur un très gros projet d'infrastructure linéaire, donc dans le Midi, c'était le contournement de Montpellier, un truc à 2,8 milliards hein, quand même. 2,1 milliards, pardon. Je voyais les gens de... C'était Bouygues qui avait le contrat, hein, voilà, et qui d'ailleurs exploite ensuite. Je voyais les ingés, je voyais les... etc. C'était des gens généralement jeunes, extrêmement performants, qui arrivaient à piloter un projet avec 30 ou 40 métiers. Hein, voilà, entre l'infrastructure lourde, les ouvrages d'art, et ensuite l'électrification, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a de la ressource, et les gens s'engagent. Hein, les gens s'engagent. Les jeunes s'engagent. Vous voyez, je me rappelle le gars qui pilotait l'ensemble du tableau de la prévision des travaux. Hein, donc c'est d'une grande complexité. Il s'appelait Damien Rose, je me rappelle, il n'avait pas 30 ans. Et il fallait voir l'efficacité, on l'avait interviewé, on était allé sur les chantiers, etc. L'efficacité de ce gars-là. Il devait avoir 28 ou 29 ans, il sortait de son école d'ingénieur. Et il était efficace. Je vous dis, les écoles d'ingénieurs, je pense que c'est un des points les plus réussis de l'économie française. Et comme dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, il y a énormément je dirais, on a automatisé un grand nombre de fonctions. Donc on a une montée en gamme des compétences, et donc des gens qui vont piloter un engin pour passer de l'enrobé sur une route, etc. Alors, regardez ce qui se passe. Moi, je vais à Fontaine, hein, c'est tout bête, j'habite là-bas. Bon, on est en train de refaire toute une avenue avec des engins qui raclent, hein, voilà, et ensuite d'autres qui... voilà. Mais les gars qui pilotent ces machins-là, il faut voir. C'est pareil que dans l'agriculture. Regardez les engins à 150 000 € qu'ils ont. Plus cher que Ferrari. Hein, qui sont plus chers qu'une Ferrari, c'est ça, et qui sont de véritables usines, hein, pilotées par GPS, etc. Donc il y a des compétences remarquables. Et un savoir-faire, un investissement, alors évidemment, c'est évidemment, alors merci les banquiers, hein, parce que c'est le Crédit Agricole qui ramasse le fric derrière, hein, puisque les copies d'intérêt. Une manne extraordinaire. Et voilà, donc, bon, il y a des... Et dans le domaine de l'outillage agricole, on a un taux de couverture de 2-3%. C'est l'un des domaines où on est le plus largué qui soit. Ah oui, c'est tout allemand, américain, voilà. Ouais, bien sûr. Quasi plus une seule production tout à fait. francophone, française. Bon, les amis, je vous propose qu'on continue ces échanges en buvant un coup.